Hop là. Bonjour à tous. Thierry a lancé le bouchon très très loin. Je dirais que c'est les choix devant lesquels vous allez vous trouver, l'intelligence artificielle, la robotique, après-demain. Mais un après-demain tout proche, dans 3 ans, 4 ans. J'espère que ça ne sera pas trop décevant, mais Julien, qui va venir tout à l'heure, et moi, nous allons vous proposer pendant 1 heure de regarder un tout petit peu en arrière. Et ce regard en arrière, il est fait non pas... Il est fait non pas par nostalgie, on ne va pas commémorer le passé, on va s'interroger sur l'héritage qu'il représente, et cet héritage, c'est les décisions que nous avons, que vous avez à prendre, vous les décideurs, aujourd'hui et demain. Cet héritage, c'est un héritage de technologie. Qu'est-ce que nous avons vu depuis 10 ans? Un feu d'artifice extraordinaire de technologie. Mais un feu d'artifice, c'est joli. Ce qui nous intéresse plus chez NetExplo, c'est les retombées du feu d'artifice. C'est les milliers d'applications qui sont passées entre nos mains et qui bombardent, qui impactent notre société, notre monde, nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de travail. Et notre job, c'est d'essayer, à l'intérieur de ces milliers de technologies, de trouver quelques tendances tous les ans qui nous semblent les plus porteuses, les plus importantes, celles qui auront l'impact de profondeur sur notre société et sur nos modes de vie. Julien vous présentera demain le millésime 2007 de ces tendances et il fera le pont, bien entendu, avec tout ce que Thierry vient d'évoquer à l'instant. Nous avons choisi l'un et l'autre, chacun une tendance venue de ces 10 dernières années qui nous paraît importante. Pour ma part, j'ai choisi une tendance qui apportait des noms successifs. La première fois que j'en ai parlé, c'était à la tribune du Sénat. On parlait d'une tendance à la géolocalisation. Ensuite, on a découvert qu'elle s'enrichissait de capacités de surveillance, de prendre des notes, d'observer les gens, puis de les profiler, jusqu'à ce que Julien, il y a quelques années, pas si longtemps, nous parle de la surveillance panoptique, c'est-à-dire d'une société de surveillance vers laquelle nous amènent toutes ces technologies. Ces technologies, merci à Marcus, on leur a donné cette année un très joli petit nom, le Super Sight Power, le super pouvoir d'observer. Je ne dis pas de pister, je ne dis pas d'espionner, mais ça pourrait être ça aussi. Mais en tout cas, de nous observer à peu près partout, avec ubiquité. Et au fond, nous avons été les héritiers assez enthousiastes, parfois un peu naïf, moi je dirais, mais bon, je suis vieux, c'est peut-être à cause de ça, de toutes ces technologies. Alors quel est notre héritage? Nous avons hérité de tout ce qui permet de nous localiser et de nous géolocaliser. Nous avons hérité de tout ce qui permet de nous reconnaître, de nous identifier. Alors mon empreinte digitale, mon œil, mon visage, le battement de mon cœur, et si ça se trouve, le tatouage que je porte, la puce qu'on va mettre sous ma peau comme mon chat ou mon chien, et la pilule que j'ai peut-être avalée ce matin qui m'a permis d'entrer ici par la porte de secours. Nous avons hérité des technologies de reconnaissance faciale, de lecture sur les lèvres, d'interprétation dans toutes les langues de ce que je suis en train de dire, et des technologies qui peut-être bien avec des procédés de EEG, vont nous permettre demain, assez vite, de repérer ce que je suis en train d'impulser dans mon cerveau sous forme neuronale. Nous avons hérité de technologies qui prétendent, avec de l'intelligence artificielle auquel je mets pas mal de guillemets, de définir quel est mon niveau de bonheur, mon niveau de stress. Est-ce que je suis aux 2 doigts du burn-out et est-ce que je vais tomber dans les pommes dans la série qui vient tout de suite. Et puis, toutes ces technologies, elles sont en ce moment sur nos smartphones, dans nos poches, mais demain, elles vont être dans tous les objets qui vont nous entourer et dans les robots qui vont devenir nos partenaires. Au fond, ce Super Sight Power, il représente une puissance qu'on n'a jamais eue dans l'histoire de l'humanité, parce qu'elle est économique et elle est finalement assez facile à mettre en œuvre, d'omnisurveillance. Et c'est devenu, au fil des années, un processus complet. Le tracking, qui recueille des données sur moi, le stockage de big data, le computing et l'analyse statistique à travers tous ces algorithmes qui sont souvent des boîtes noires assez mystérieuses dont personne ne veut rien dire, et tout ça pour aboutir au profiling d'une personne, au fait que je suis un individu unique dont vous connaissez peut-être profondément les mécanismes de réaction. Ce Super Sight Power, il nous amène à un monde, un scénario, qui est le scénario d'une société, d'un univers de transparence. Ce terme de Crystal World, je crois que je l'ai employé en 2012 à cette tribune déjà, et il reste tout à fait vrai. Alors je vous propose un petit circuit
une petite commémoration de ce Crystal World tel qu'il s'est bâti, à travers avant tout les usages. Car vous savez que chez NetExplo, nous pensons que ce ne sont pas les technologies qui sont importantes, c'est ce qu'on en fait. Ce sont les usages, ce sont ces milliers d'usages qui sont passés entre nos mains aujourd'hui. À travers tous ces appareils, qu'est-ce que nous voyons d'abord? Ce qui nous est le plus familier à tous, c'est en fait les usages qui concernent notre vie personnelle et notre vie privée. Et nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui que, en découvrant un petit peu notre vie privée, en parlant de nous, en nous révélant un petit peu, on obtient des services qui sont infiniment plus personnalisés. Alors j'irai très vite parce que vous les connaissez tous. Je peux visiter une ville avant de débarquer dans cette ville. Je peux me faire guider dans cette ville, je peux préparer des itinéraires, je peux me faire conduire pas à pas, tenu par la main en utilisant tout un tas de transports différents à l'intérieur de cette ville, à condition que je dise où je suis, qui je suis, quelles sont mes préférences, est-ce que je porte des talons hauts, est-ce qu'il pleut aujourd'hui, etc. Mon itinéraire sera différent, bien entendu. S'il y a de la pollution, et il y a beaucoup de villes où il y a de la pollution, je vais pouvoir, si je suis par exemple en vélo ou à pied, zigzaguer dans les quartiers les moins pollués grâce à cette application. Et dans un lieu public, peut-être dans cette salle, je pourrais, en consultant cette application, ces applications, reconnaître s'il y a par hasard des amis que je ne connais pas, mais qui appartiennent à mon réseau social. Si je me sens inquiet, si je débarque le soir dans un quartier un peu inquiétant, si je ne sais pas où je suis, si je suis seul et que je me sens un peu en insécurité, je vais pouvoir me géolocaliser sur mon smartphone, quasi automatiquement, d'un seul clic, pour que mes amis et éventuellement la police sachent où je suis. L'Inde nous a apporté beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, parce qu'il y a un véritable problème, et le bouton rouge que vous voyez sur cet écran devient obligatoire sur les smartphones en Inde, un bouton panique pour appeler au secours lorsque l'on se sent plus ou moins menacé. Et ça ne s'est pas fait parce que je ne suis pas bien équipé, mais peut-être que j'aurais pu ce matin me regarder dans mon miroir et lui dire « Gentil miroir, est-ce que je suis assez en forme pour aller faire cet exposé ?» Et tout au long de la journée, un bracelet numérique, enfin un autre bracelet numérique, pourrait m'accompagner en essayant de vérifier sans arrêt si je reste en excellente santé. Mon vieil oncle, qui vit seul et qui est malade, prend-il ses pilules? Je suis très inquiet. Je lui ai donc offert cette boîte à pilules numérique connectée intelligente qui surveille. S'il n'a pas pris ses pilules, elle sonne. S'il n'a toujours pas pris ses pilules une demi-heure après, elle m'envoie un SMS. Si encore une demi-heure après il n'a pas pris sa pilule, c'est le médecin qui va recevoir un message. Le stade suivant, c'est le SAMU, bien entendu. Il y a des logiciels, et je mets des points d'interrogation, qui prétendent aujourd'hui être capables de mesurer mon degré de bonheur et surtout de m'offrir un programme qui, en quelques semaines, va m'amener un bonheur absolu. Et puis, comme vous le voyez, je ne suis probablement pas immortel, et donc j'ai le souci de survivre. Je suis donc avec un logiciel avec qui j'ai des conversations, et je lui raconte ma vie, et il me pose des questions, il faut dire, de plus en plus indiscrètes. Et qu'un jour, vous pourrez continuer la conversation avec moi une fois que je serai parti ailleurs. Tout ceci, c'est génial, tout ceci, c'est bien, tout ceci, c'est convivial, tout ceci, c'est amusant, tout ceci, c'est efficace, performant. N'oublions quand même jamais que ces logiciels marchent d'autant mieux qu'on leur confie plus d'informations sur nous-mêmes. Ils seront plus personnalisés si je m'ouvre à eux. Cela veut dire que toute utilisation de tous ces services laisse des traces de ma personnalité. Qui a accès à ces traces? Des big data s'accumulent sur mon compte, sur le vôtre, partout. Qui en est propriétaire? Ce qu'il y a de génial avec le numérique, c'est que je sors de l'anonymat. Ce que l'on a appris depuis 10 ans, c'est la possibilité d'être identifié, individualisé et personnalisé. Qui profite de cette personnalisation? Un chapitre très important, qui est probablement le plus garni en ce moment sur les rayons des services numériques, c'est la société commerciale, la vie commerciale. On s'aperçoit qu'en devenant un consommateur transparent, on va bénéficier de services de plus en plus bénéfiques. Je scanne avec mon téléphone mobile le code-barre de ce produit et l'on va me conduire très vite au magasin le plus proche, le moins cher, où ce produit est en stock. Si je suis content de ce magasin, je vais cliquer sur mon téléphone
avec l'application Foursquare, et je vais aussitôt inonder tous mes amis du réseau social de cette bonne adresse d'un bar, d'un restaurant, d'un magasin, etc., etc., le partage des bonnes adresses. Si je suis perdu parce que véritablement cet hypermarché est un labyrinthe, si je suis pressé, heureusement que très bientôt je vais avoir un caddie intelligent. Il va lire la liste de commissions que j'ai sur mon smartphone dans ma poche et il va me conduire, bien entendu, de rayon en rayon pour que le plus vite possible je garnisse mon caddie. Bien sûr, il va en même temps me faire des petits détours là où le commerçant pense qu'il faut promotionner des produits. Et bien entendu, en faisant ça, il va accumuler des informations sur mon comportement et peut-être bien ma psychologie commerciale. Si je fais du shopping tout seul, alors j'ai mis des jeunes dames, mais ça pourrait être moi aussi, si je fais du shopping tout seul et que je trouve ça triste, je ne suis pas seul. Grâce aux réseaux sociaux, parce que mon téléphone peut prendre des photos, peut prendre des films, parce que je peux utiliser FaceTime ou Skype dans un magasin, je vais pouvoir partager mon expérience commerciale avec des amis. Ils vont liker, ils vont disliker, ils vont me dire c'est bien, ils vont rigoler avec moi. Ça sera une expérience communautaire commerciale. Si je veux qu'un magasin me reconnaissent, m'appellent par mon nom et m'accueillent de façon personnalisée, peut-être que j'ai la carte de fidélité de ce magasin dans ma poche, ou peut-être que j'ai ce petit accessoire rose qui s'appelle Physical Cookie qui va me reconnaître, mon profil est inscrit dessus, le magasin, dès que je passe la porte, va savoir qui je suis et va pouvoir me traiter de façon personnalisée. Et si je veux être encore plus relationnel avec le magasin, si je veux être plus collaboratif et participatif, je vais pouvoir me connecter grâce à Criticizer à un petit réseau local qui dépend uniquement de ce magasin. Je vais y rencontrer les autres consommateurs qui sont présents en ce moment et nous allons pouvoir soit échanger entre nous nos opinions, soit critiquer le magasin, soit faire des suggestions, soit tout simplement dire qu'il n'y a plus de yaourt dans le rayon frais. Nous sommes donc là, véritablement, devant des bénéfices pour le consommateur. Mais le monde n'est pas tout à fait parfait. Il y a aussi, bien sûr, des bénéfices pour les marketeurs, des bénéfices pour les commerçants. Et donc cet empowerment du commerçant, il se traduit de façon comme ça. Je marche dans la rue, un panneau publicitaire ou une vitrine intelligente connectée numérique me repère. Elle analyse si je suis vieux, jeune, un homme, une femme, gros, maigre, seul, avec un enfant, etc., etc. Et selon l'idée qu'elle se fait de moi, elle va modifier sa publicité. Elle va modifier l'affichage. Elle va peut-être m'interpeller si elle m'a repéré et elle va peut-être me donner la possibilité de feuilleter un catalogue du bout du doigt sur sa vitrine. Mon téléphone sonne dans ma poche, je suis toujours dans la rue, je vois apparaître sur l'écran le petit papillon de iButterfly, ou peut-être un Pokémon que vous connaissez. Je vais bien sûr jouer à suivre le papillon sur mon écran. Où le papillon va-t-il me conduire? Bien sûr dans un magasin, parce que c'est une technique de promotion ludique par le gaming commercial. J'arrive devant ce magasin et les techniques de reconnaissance faciale que j'ai déjà évoquées tout à l'heure vont me photographier. En me photographiant, soit j'ai déjà mon dossier dans le magasin et hop, le vendeur va savoir qui je suis, soit le logiciel va aller vite voir sur Facebook si j'existe et si on peut tirer quelque chose de moi. Je suis dans le magasin, je circule au milieu des rayons, je m'arrête devant un produit nouveau. S'il est équipé de Cloverleaf, une caméra filme mon visage, le logiciel est censé analyser mes réactions, comprendre mes émotions, savoir qu'est-ce qui m'intéresse ou me désintéresse à l'intérieur de ce produit. Et puis, dernier acte commercial, je vais demander un crédit, parce que j'achète une voiture ou un meuble qui est un petit peu cher. Le commerçant ne me connaît pas, il est inquiet. Est-ce que ce bonhomme a une capacité de remboursement? Pas de problème. Signify est un logiciel qui lui promet de noter, d'évaluer ma solvabilité, et imaginez comment, simplement en regardant mon itinéraire téléphonique. On donne accès à son téléphone portable et suivant les gens que j'appelle, mon rythme d'appel, qu'est-ce que je dis, on va savoir prétendument si je suis solvable. Alors, comment tout cela est-il possible? C'est possible parce qu'on n'arrête pas de recueillir sur moi, consommateur, des informations comportementales ou psychologiques. On appelle souvent ces fameux services après-vente de commerçants.
quand on les appelle, de plus en plus, on n'a pas affaire à un être humain, mais à un chatbot. Certains chatbots, aujourd'hui, prétendent être intelligents et être capables de dépister ma psychologie. Est-ce que je suis un grognon ou un consommateur facile à vivre? Quels sont mes critères de satisfaction et d'insatisfaction? Est-ce que je suis particulièrement furieux aujourd'hui ou pas? Peut-être bien qu'on a analysé toute ma présence sur Twitter. Et ici, vous voyez, une espèce d'arborescence qui est censée décrire mon caractère. Ce n'est pas le mien, du tout. Mais enfin, vous y verrez que je suis quelqu'un de pas du tout moderne et extrêmement influençable. Voilà. Et enfin, peut-être que demain, dans un des milliers de junk mails que je reçois tous les matins, je vais relire une phrase que j'ai prononcée. J'avais dit du bien de cette marque, quelqu'un l'a écouté sur les réseaux sociaux, et hop, ça a été réintroduit dans la publicité. C'est une expérience américaine. Alors, si le consommateur est sous le regard du commerçant, il a aussi quelques possibilités de contre-pouvoir. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais ils sont intéressants. Si je suis un consommateur véritablement responsable, je peux aller sur le site Source Code et je vais savoir si le produit que je veux acheter, quelle est son empreinte carbone. Est-ce qu'il a été fabriqué au bout du monde, etc., etc. Si je vais sur le site de Free to Work, je vais avoir la possibilité de savoir s'il a été fabriqué dans des conditions moralement et humanistement normales, ou si au contraire, il y a une suspicion d'esclavage moderne qui me rendrait très frileux. Parlons un peu de santé. Si je suis dans un pays où il y a beaucoup de faux médicaments, et vous savez que c'est une véritable plaie dans la moitié du monde à peu près, vous avez vu l'expérience et la photo du créateur de Pédigré tout à l'heure, qui est un des grands lauréats des dernières années, et j'aurai la possibilité, de façon très simple, de savoir si le médicament est unique en vérifiant un numéro de code, ceci accessible absolument à tout le monde. Pas besoin de smartphone, le SMS est suffisant et un appareil photo ordinaire est suffisant. Si j'ai des doutes sur les effets secondaires d'un produit que mon médecin vient de me prescrire, je peux aller sur le site Iodine aux États-Unis où des malades partagent leurs expériences sur l'efficacité et les effets secondaires d'un produit. Et si j'ai des doutes, non pas sur le médicament, mais sur le médecin, en me disant, au fond, est-ce qu'il a bien fait de me prescrire ce médicament? Et si je suis américain, je peux aller sur le site Dollars for Docs qui va me dire combien d'argent ou de cadeaux a touché mon médecin de l'industrie pharmaceutique au cours des dernières années, ce qui est une pensée horrible. Chacun sait que ça n'arrive jamais. Hop. Voilà. Comme toujours, je vais terminer ce chapitre par des traces. Nous laissons des traces partout. Des big data s'accumulent chez nous partout. Le troisième domaine dans lequel le cristal est en action, la transparence, c'est le monde du travail. Et il faut dire que dans ce domaine-là, c'est plutôt au profit du management, au profit des DRH plutôt que des travailleurs. Ça commence lorsque l'on pose sa candidature. On sait bien qu'aujourd'hui, les recruteurs font un tour de tous les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce que j'ai déposé sur les réseaux sociaux depuis des années. Et s'il se trouve que j'ai une adolescence un peu agitée et pas très prudente, ça va se voir, bien entendu. Lorsque je suis dans l'entreprise, si mon entreprise utilise des logiciels comme ceux-là, on va pouvoir reconstituer, en regardant mon activité sur le réseau social interne et sur tous les échanges numériques à l'intérieur de l'entreprise, on va reconstituer ce qu'on appelle mon sociogramme, c'est-à-dire la toile d'araignée de toutes mes relations dans l'entreprise. Et surtout, on va l'analyser. Et en l'analysant, on va savoir si je suis un leader ou un suiveur, un follower. On va savoir si j'ai bon esprit ou mauvais esprit. On va savoir si je suis un proposeur d'innovation ou au contraire un vieux conservateur qui veut que rien ne bouge. Et on va peut-être, et c'est d'ailleurs intéressant, on va peut-être dépister des talents cachés qui avaient échappé à l'entreprise. On va dépister des leaders cachés qui avaient échappé à la hiérarchie. Mais en même temps, on a un œil scrutateur sur l'ensemble des collaborateurs. Alors, juste retour des choses, il y a une bande de gens qui ont créé Glassdoor aux États-Unis. Je crois que j'ai dû en parler ici en 2009 ou 2010, qui avait l'idée de, puisqu'on note les collaborateurs, on va noter les patrons. Alors ils ont commencé, c'était un peu sauvage à vrai dire, tout le monde avait le droit de dire n'importe quoi, ce qu'il voulait sur n'importe qui. Bon, ça s'est considérablement assagi, mais ça continue encore, et il y a donc une sorte de hit parade des qualités de management vues par le personnel sur tout un tas d'entreprises américaines et maintenant mondiales. Mais je voudrais surtout insister, pour relancer la boule un peu plus loin, sur probablement ce qui sera la principale innovation des années qui viennent dans le monde du travail,
c'est le développement des postes de travail numériques connectés, et probablement avec un peu d'intelligence artificielle. Ces postes de travail, ils vont en fait nous... pardon, je reviens en arrière. Ils vont remplir beaucoup de fonctions que l'on attribuait jusque-là aux cadres, aux chefs de service, etc. Le matin, ils vont me donner du boulot, ils vont vérifier mes heures de travail, ils vont vérifier ma productivité qualitative et quantitative, ils vont me donner des conseils d'utilisation d'une nouvelle machine, ils vont peut-être me balancer des pilules de formation avec des petits tutoriels tout au long de la journée pour m'aider à m'améliorer, et ils vont veiller à ma santé. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis vraiment épuisé? Est-ce que je fais trop de fautes et qu'il vaut mieux que je fasse une pause, etc., etc. Et peut-être bien que, on en a vu une expérience, une seule, mais à Singapour, peut-être bien qu'à la fin du mois, à la fin de la semaine, elles vont calculer à quel salaire j'ai droit en fonction de ma qualité et de ma productivité. Ben, je reviens à ce que disait Thierry. Est-ce qu'un de ces jours, au COMEX, il va y avoir un robot assis parmi les humains? Est-ce qu'un de ces jours, une intelligence artificielle va piloter l'entreprise à la place du PDG génial que nous avons tous autour de nous? Tout cela laisse des traces, toujours, toujours, et tout cela accumule plus encore des big data sur le dos de chacun d'entre nous. Ce qui nous sauve aujourd'hui, entre guillemets, c'est bien entendu que ces big data sont dispersés et que donc personne aujourd'hui n'est en mesure d'accumuler sur ma tête absolument toutes les traces que j'ai laissées sur Internet, mais il n'y en a pas pour longtemps. Et puis, élargissons le spectre de vision à la société tout entière. Alors, je vais passer vite, bien entendu, mais il y a beaucoup d'exemples. La société Cristal est en fait une société qui nous regarde, me regarde, vous regarde, vous regarde, vous regarde, de façon absolument permanente. Et derrière ce regard, il y a comme un manque de piles dans mon appareil, on dirait. L'expérience la plus audacieuse nous vient probablement d'Inde. Depuis plusieurs années, on a vu naître le projet il y a 7 ans, je crois, ou 6 ans. Le projet Aadhaar a pour ambition de créer l'identité biométrique de 1,250 milliard et quelques d'Indiens. Au départ, c'est extrêmement intéressant comme projet parce que des millions de personnes dans ce pays n'ont pas de papier d'identité, n'existent pas sociologiquement, surtout dans les campagnes, surtout des gens très âgés, surtout des gens très pauvres, surtout des gens qui sont dans des bidonvilles ou qui n'ont pas de domicile fixe, etc., etc. Et donc, pour qu'ils existent, pour qu'ils puissent toucher des subventions, pour qu'ils puissent être aidés, etc., il y a cette idée. Mais sachons aussi que quand on crée l'identité biométrique, c'est-à-dire les empreintes digitales, le visage et le fond d'œil des personnes, ces personnes deviennent repérables extrêmement facilement, n'importe où, n'importe quand, et à leur insu. Donc un projet très ambitieux qui peut-être préfigure un petit peu notre avenir. Ces images, on les voyait jusqu'à présent essentiellement dans les séries américaines de policières ou d'espionnage. Des gens qui sont repérés dans la foule avec leur visage et immédiatement on sait qui c'est. Sachant que c'est probablement vrai dès aujourd'hui, même si on ne nous le dit pas totalement dans les rues, et en tout cas ça va venir et ça va arriver notamment dans les commerces et dans les entreprises extrêmement vite pour entrer dans son entreprise, pour accéder à un laboratoire, etc. etc. Excusez-moi, j'ai un problème de télécommande. Voilà. Dans cette société numérique, si je me comporte mal, eh bien, numériquement, on va me taper sur l'épaule en me disant « ça ne se fait pas ». Imaginez que je sois en train de fumer dans un lieu où il ne faut pas fumer. Imaginez que cet écran se mette à tousser bruyamment pour me faire honte et pour afficher des interdictions et des conseils pour me désintoxiquer. Si ma conférence aujourd'hui, je l'ai volée à quelqu'un, ben demain, le site allemand Gutenberg va très certainement me faire honte sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai un rêve, c'est que je ne sais pas à quel degré vous vous ennuyez en ce moment, mais j'espère qu'un de ces jours, j'aurai des lunettes de réalité augmentée et que je verrai au-dessus de chacune de vos têtes un indice qui me dira ceux qui dorment et ceux qui sont réveillés, ceux qui sont sur Facebook et ceux qui prennent des notes, ceux qui trouvent que c'est complètement stupide ou ceux qui trouvent qu'on n'a jamais parlé aussi bien. C'est une expérience dans une université espagnole en ce moment même. Tout ceci accumulé, c'est ce qui dessine la Smart City de demain. La Smart City, ce n'est pas de l'architecture. La Smart City, c'est tous ces logiciels qui vont nous dire très profondément comment doit fonctionner
le plus harmonieusement possible tout ce système, les lieux et les personnes. Alors, ce qu'on peut attendre de cette société plus transparente, c'est des bénéfices. Et on peut y collaborer. Vous avez là l'exemple, dans un quartier de New York, d'identification de tous les immeubles où on peut entrer en fauteuil roulant. C'est par crowdsourcing et c'est associatif. Associatif aussi, la carte de gauche, c'est une carte des pollutions dans un État américain par l'association Grassroots. La carte centrale, c'est Red Zone et c'est surtout Aratsmap, c'est une carte d'une ville d'Égypte avec toutes les rues où une dame seule ne doit pas passer parce qu'elle risque grave. Et à droite, c'est ce dont a parlé Thierry tout à l'heure, Oushaïdi, qui est un extraordinaire exemple africain qui, depuis des années maintenant, a installé un système de crowdsourcing qui, en l'occasion de troubles sociaux, de guerres civiles, etc., signale les endroits qu'il faut éviter. Donc on peut se sécuriser nous-mêmes. De façon générale, dans la société, et j'y inclus la politique, on a aujourd'hui une tendance qui est de voir se développer un data-journalisme d'investigation qui a tendance à soulever le tapis et à aller voir dans les coulisses ce que peut-être on voulait nous cacher. Alors, je ne parlerai évidemment pas de la France à cause de la conjoncture actuelle qui est délicate, mais aux États-Unis, par exemple, citons ProPublica, qui est le premier site de data journalisme à avoir reçu le prix Pulitzer à l'occasion de la tempête Katrina d'illustre mémoire en Floride. Le rapport de force autour des secrets et de l'information est en train très profondément de changer. Alors ne soyons pas naïfs. Toute cette liberté que donne pour révéler des choses et les diffuser avec la vitesse de l'éclair sur l'Internet, elle profite autant aux trolls qu'aux autres. Et donc, tout ce qui est les fausses informations, les manipulations, les fanatismes divers qui se répandent sur Internet font aussi partie de cette société, de transparence. Ça appartient à la technologie d'avant, comme vous avez vu, bien entendu. La société va donc devoir veiller à sa sécurité. Et cette sécurité, elle peut passer par plus de technologie. On a aujourd'hui des expérimentations, et je pense probablement des logiciels qui sont en place sans trop qu'on le sache, qui analysent mon comportement, ma figure, le flux sanguin sur mon visage, mes gestes, mes mimiques, mon regard et mon débit de parole pour analyser si je suis un individu dangereux, ceci à base de vidéosurveillance. On a la possibilité de créer des personnages fictifs, des avatars virtuels, comme cette petite fille qui va servir d'appât pour capter des pédophiles sur Internet, par exemple. On va peut-être avoir demain des logiciels qui vont prendre en charge l'analyse de tous les capteurs d'une ville et en tirer une analyse prédictive de criminalité. Ça nous rappelle le film Minority Report qui date de 2002. Et enfin, cette sécurité, elle peut aussi faire appel aux citoyens et dans des études récentes, on a vu dans une douzaine de villes au monde des logiciels qui sont mis en place pour prévenir la police, prévenir les autorités, pour se plaindre de tout ce qui peut ne pas aller à l'intérieur d'une ville. Nous laissons des traces tout le temps. Alors oublions un petit peu le passé. Et quel est le diagnostic d'aujourd'hui? Le diagnostic d'aujourd'hui, on pourrait le dire comme ça. Souriez, vous êtes filmé. Souriez, souriez, on vous regarde. Plus sérieusement, Julien Lévy nous a parlé au cours des dernières années de la surveillance panoptique. Et c'est ça la tendance actuelle. Mais attention, est-ce qu'il faut en avoir peur? Peur, non. Vigilance, oui, en revanche. Ce n'est qu'une technologie, donc ce n'est qu'un potentiel. Et on peut en faire deux choses. On peut en faire un usage bienveillant, ce qu'on appelle le care, un usage de soins, de guidage, de protection des plus faibles, de sécurisation de l'environnement, de pédagogie permanente. On peut en faire aussi un usage plus policier. C'est notre responsabilité, et en particulier la responsabilité de ceux qui font des choix technologiques. Pour mieux réfléchir à notre responsabilité immédiate, je vous propose en une minute un petit détour par le passé. Sommes-nous des suiveurs ou sommes-nous des décideurs? Sommes-nous des gogos ou sommes-nous des utilisateurs avertis? Sommes-nous prêts à accepter n'importe quelle technologie nouvelle
ou sommes-nous sans arrêt à la recherche de plus et de mieux? Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est parfait, c'est intéressant, c'est utile, ça fait du bien à beaucoup de monde et c'est un succès monstrueux. Rappelons-nous, ça s'est lancé il y a une douzaine d'années avec l'idée que c'était des clubs sympathiques où on se faisait des amis, où on pouvait parler très librement entre nous. On a vu apparaître la censure sur Facebook ensuite, on est resté fidèle. On a vu apparaître à partir de 2011-2013 le fait que c'était des sociétés commerciales dont la valorisation en bourse était uniquement fondée sur le nombre de moutons qu'il y avait dans la ferme et dont on allait pouvoir tondre la laine, c'est-à-dire les données privées qu'on allait vendre. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est en train d'être votée aux États-Unis qui permet non seulement à ces réseaux, mais à tous les fournisseurs d'accès à Internet de vendre librement les données privées de tous leurs usagers sans même les prévenir. Il se trouve qu'en 2011, et nous sommes restés fidèles, il se trouve qu'en 2011, il y a eu une alternative qui a été proposée. C'était le projet Diaspora. Le projet Diaspora proposait un réseau social, un peu de type Facebook, avec les mêmes fonctionnalités. Simplement, son organisation était différente. C'était un réseau coopératif, sans but lucratif, dont les informations étaient dispersées sur tous les ordinateurs des usagers. Donc, pas de possibilité de profiler une personne, pas de possibilité de revendre ses données privées. Ça n'a eu aucun succès. Aucun succès. On pouvait espérer que quelques millions de personnes allaient, pendant quelques années, expérimenter, voir si ça marchait. Aucun succès. Nous sommes volontairement, pourquoi pas d'ailleurs, restés de gentils moutons, tous ensemble, dans la ferme principale. On a suivi le mainstream. Est-ce que c'est ce que nous allons faire dans les années qui viennent? Nous avons des choix à faire pour demain et je terminerai comme ça. Des technologies nous attendent nouvelles. C'est celle dont a parlé Thierry tout à l'heure, je n'y reviens pas. Ces technologies, elles posent deux questions. Et je vous pose deux questions, je me pose deux questions. Est-ce que nous allons être capables de choisir? Est-ce qu'on va sauter sur tout ce qui a l'air, ce qu'on appelle techlicious, tout ce qui est chouette, sympa, jeune, moderne, branché à la mode et qui fait du buzz sur Internet? Ou est-ce qu'on va avoir la discipline et le sérieux de sélectionner, de tester, de choisir, de réfléchir 3 minutes avant de sauter à pieds joints sur les robots, avant de sauter à pieds joints sur ce qu'on appelle plus ou moins l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas encore tout à fait prouvé. Deuxième chose, lorsqu'on aura choisi d'implémenter une technologie, par exemple dans une entreprise, est-ce qu'on va la prendre telle qu'elle et l'imposer? Il n'y a pas d'autre choix. Ou est-ce qu'on va faire l'effort d'expérimenter, de tester, de discuter, de choisir ensemble, ce qui veut dire avec les gens qui auront à s'en servir? Nous avons fait au cours des dernières années 33 000 interviews en France dans une douzaine de très très grandes entreprises françaises avec des gens volontaires. On a testé auprès d'eux leur acceptabilité des technologies numériques. Ce qui ressort, c'est que ça se passera bien si on expérimente et si on fait cette expérimentation. Alors, il y a toujours le choix. Derrière une technologie, il y a toujours 1, 2, 3, 4 choix, plusieurs choix en tout cas. Je vais prendre deux exemples. Le premier, très important pour le marketing et le commerce, comment va-t-on profiler les consommateurs? Il n'est pas question de ne pas le faire, c'est trop intéressant. Comment va-t-on le faire? On peut le faire comme le font les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que j'ai appelé le spy profiling. On va espionner, on va voler les informations clandestinement, sans que les gens le sachent, sans leur accord, et on va les revendre. Ou on va pratiquer, faire l'effort du permission profiling, du co-profiling, avec des consommateurs conscients qui collaborent, qui donnent des informations sur eux-mêmes parce qu'on les a persuadés qu'ils allaient réellement y gagner quelque chose. Alors ça paraît un choix évident, mais il n'est pas fait aujourd'hui. Il n'est pas fait. Et vous allez devoir le faire très bientôt. Deuxième exemple, j'ai parlé des postes de travail intelligents qui vont s'installer progressivement dans les entreprises. Eh bien là aussi, il y a un choix. On peut les concevoir comme une obligation. Tout le monde devra travailler comme ça. Et on peut les programmer pour que, avant tout, ça soit des systèmes de surveillance de la productivité. On peut aussi concevoir plus de souplesse, avec une utilisation qui, au moins pendant quelques années, serait une utilisation souple, avec ce fameux droit à la déconnexion, si les gens se sentent trop manipulés. Et on peut programmer ces postes de travail intelligents pour que, surtout, ils apparaissent comme des postes d'assistance, de coaching, de formation, de surveillance de la santé, etc. etc. Ces choix, ce sont les choix de demain matin, ce sont les choix d'aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Et je terminerai, parce que j'ai 2 minutes de retard, par un mot. C'est tout ce que j'ai évoqué comme Crystal World. Si vous y injectez l'intelligence artificielle, dont je crois Julien va parler,
et dont Thierry a parlé tout à l'heure, multipliez par 10 tout ce que je vous ai dit. Et en tout cas, dès aujourd'hui, les big data s'accumulent. C'est l'autre tendance, et je vais laisser passer la parole et passer le relais à Julien sur ce thème. Merci de votre patience.